Je suis Julian Vance, j'ai 28 ans. Il y a seulement 10 jours, ma famille a hérité d'un patrimoine colossal de 18 millions de dollars et d'une flotte de voitures de sport. Pendant qu'il recevait tout cela, on ne m'a remis qu'une petite enveloppe scellée. Alors que je faisais mon deuil, le seul homme qui m'ait jamais aimé, ma propre mère m'a regardé dans une pièce pleine d'avocats et de membres de la famille, Marie au visage et a dit « Je parie que ton grand-père ne t'aimait pas tant que ça. » Ils se sont moqués de moi juste là, devant toute l'équipe juridique. Mais il y a une chose qu'ils ignoraient, cette petite enveloppe contenait un secret si puissant qu'il allait réécrire toute l'histoire de notre famille. Et en ce moment même, les mêmes personnes qui se sont moquées de moi supplient à genoux qu'on les sauve d'une faillite totale. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez au karma et à la vraie justice. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, ci-dessous, d'où vous me regardez. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Je suis sorti des portes automatiques de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, et le soleil éclatant de la Méditerranée m'a frappé comme une force physique. J'avais 28 ans et je gagnais 44 000 $ par an en tant qu'ambulancier à Baltimore, dans le Maryland. Je portais des chaussures de sécurité usées, un jean délavé et une veste qui avait connu bien trop de services de nuit. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, un ouvrier qui n'avait absolument rien à faire dans l'air raréfié de la Côte d'Azur. Autour de moi, les gens se déplaçaient avec cette grâce naturelle qui ne vient que d'une richesse générationnelle profonde. Des femmes en lin de créateur, des hommes avec des montres qui coûtaient plus cher que tout mon immeuble. Et puis, il y avait moi, serrant la sangle de mon sac à dos en toile, sentant le papier fin d'une enveloppe contre ma poitrine, dans la poche de ma veste. J'ai balayé la zone des arrivées parmi une mer de costumes noirs élégants et de tablettes numériques. Je l'ai vu, un homme âgé, impeccablement vêtu d'un uniforme de chauffeur, tenant une pancarte blanche nette avec une inscription noire précise. Il était écrit « Julian Vance ». J'ai marché vers lui, mes bottes lourdes sur le sol poli, et j'ai raclé ma gorge. C'est moi. L'homme a baissé la pancarte. Il n'a pas ricané, mais ses yeux ont fait un examen professionnel rapide de mon apparence. Il lui a fallu exactement 2 secondes pour réaliser que l'homme debout devant lui ne correspondait en rien, logiquement, au nom sur sa liste. L'attente était sans aucun doute quelqu'un couvert de marques de luxe, quelqu'un qui appartenait à ce monde. La réalité était un gars qui passait habituellement ses mardis soirs à faire des massages cardiaques sur le bitume humide de l'est de Baltimore. « Monsieur Vance, bienvenue à Nice », a-t-il dit, son anglais impeccable, enveloppé dans un accent français raffiné et épais. « Je m'appelle Gérard. Je vais vous conduire à Monaco. » J'ai cligné des yeux. J'avais à peine dormi pendant le vol transatlantique, et le décalage horaire formait un épais brouillard dans mon cerveau. « Merci. Qui vous a envoyé ?» La posture de Gérard a changé. C'était un changement microscopique, un léger raidissement de la colonne vertébrale. C'était le genre de réaction physique involontaire que les gens ont lorsqu'ils invoquent le nom de quelqu'un qui impose une autorité absolue et incontestée. « Monsieur, le prince souhaite vous voir. » Je n'ai pas eu de réponse à cela. Je l'ai simplement suivi jusqu'au trottoir où une étincelante Mercedes classe S noire attendait. Lorsque je me suis glissé sur la banquette arrière, la porte lourde s'est fermée avec un bruit sourd et isolant, coupant le vacarme de l'aéroport. L'intérieur sentait le cuir coûteux et l'argent discret. La route de Nice à Monaco prend environ 30 minutes le long de la moyenne corniche, une route sinueuse taillée directement dans les falaises au-dessus de la mer Méditerranée. Je regardais par la vitre teintée. En bas, l'eau était d'un bleu infini et impossible, parsemée de yachts blancs qui ressemblaient à des diamants éparpillés. C'était magnifique, mais cela me semblait totalement étranger. Je me sentais comme un imposteur. Mon grand-père, Arthur Vance, était un homme qui vivait dans une modeste maison en briques à Baltimore. Il portait les mêmes 3 gros pulls en laine en rotation chaque hiver. Il conduisait un break vieux de 15 ans. Il gérait une entreprise de logistique maritime de taille moyenne et passait ses week-ends à bricoler sur son vieux voilier. Comment, au nom du ciel, un tel homme pouvait-il avoir un lien avec un prince à Monaco? Gérard a navigué dans les rues étroites et sinueuses de la principauté, s'approchant finalement du palais princier, sur le rocher de Monaco. Nous avons évité les zones touristiques principales et nous sommes glissés par une entrée privée lourdement gardée. Quand la voiture s'est arrêtée, Gérard a ouvert ma porte. Le prince Albertine vous recevra dans la résidence privée. Veuillez me suivre. J'ai traversé des cours en pierre plus anciennes que les États-Unis,
le long de couloirs bordés de peintures à l'huile vieille de plusieurs siècles. Le silence dans ces halls était lourd, le genre de silence qui garde des secrets depuis des générations. Enfin, Gérard a ouvert une série de lourdes portes en chêne et m'a fait signe d'entrer. La pièce était une bibliothèque immense inondée de lumière dorée, surplombant le port. Près de la fenêtre se tenait un homme d'une soixantaine d'années bien tassé. Il était grand, aux cheveux argentés, rayonnant d'une aura de commandement absolu. Il portait un costume gris simple, mais la coupe était si précise qu'il ressemblait à une armure. Il s'est tourné alors que j'entrais. Je m'attendais à un accueil royal glacial. Au lieu de cela, les traits durs de son visage se sont adoucis. Son expression s'est brisée en quelque chose de profondément personnel et de vivement douloureux. C'était le regard d'un homme qui venait de voir un fantôme qui lui manquait désespérément. « Vous avez sa mâchoire » a dit le prince doucement. « Et la façon dont vous vous tenez exactement comme lui. » Mon cœur battait contre mes côtes. « Vous connaissiez mon grand-père. » Le prince Albertine s'est avancé et a tendu la main. Sa poigne était ferme comme du fer. J'ai connu Arthur Vance pendant 41 ans. C'était le meilleur ami que j'ai jamais eu. Je vous attendais, Julian. Il est temps que vous connaissiez la vérité sur votre famille. Pour comprendre l'insanité absolue de ce moment, vous devez comprendre le cauchemar que je venais de quitter. Vous devez comprendre ce qui s'est passé exactement 10 jours plus tôt, dans une pièce froide et stérile du Maryland. Je pensais que le pire était passé quand nous avons enterré mon grand-père. J'avais tellement tort. 10 jours avant de me tenir dans un palais royal, j'étais assis dans la salle de conférence au lambris d'acajou de Charles Sterling, un avocat d'affaires influent du centre-ville de Baltimore. L'air dans cette pièce était épais, étouffant. Il sentait le café froid et ce genre particulier d'avidité qui ne fait surface que lorsqu'un parent riche meurt. Nous étions 9 entassés autour d'une table conçue pour 6. Ma mère, Eleanor, était assise juste en face de moi. Elle ajustait son foulard en soie de créateur, vérifiant son reflet dans l'écran de son téléphone, ayant plus l'air d'attendre un rendez-vous au spa que d'assister à la lecture du testament de son père. À côté d'elle se trouvait mon beau-père, Richard Sterling, par coïncidence, le frère de l'avocat. Richard était un promoteur immobilier impitoyable qui mesurait la valeur humaine strictement en mètres carrés et en portefeuille boursier. Et puis il y avait Tristan, mon demi-frère de 25 ans, l'enfant gâté. Tristan n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Il vivait des cartes de crédit de Richard, avait échoué dans 2 universités privées coûteuses et passait ses journées à organiser une vie esthétique sur Instagram. Je suis resté assis au bout de la table, portant toujours mon costume sombre des funérailles. Je me sentais complètement invisible. C'était toujours le cas avec eux. Charles Sterling s'est raclé la gorge en ajustant ses lunettes de lecture. Commençons. Le patrimoine d'Arthur Vance est substantiel. Selon ses instructions finales, les actifs seront distribués comme suit. Il a regardé la lourde pile de papier. À ma fille, Eleanor Vance Sterling, je laisse l'appartement Penthouse à Harbor Point, incluant tous les meubles. La valeur marchande est d'environ 3 200 000 $. Ma mère a applaudi, un son sec et excité. Elle convoitait ce Penthouse depuis 10 ans, commentant toujours les vues panoramiques sur le port intérieur. À mon frère, Marcus Vance, et à mon gendre, Richard Sterling, je laisse la participation majoritaire de 80% dans Vance Maritime Logistique. Richard a souri, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. Il essayait de mettre la main sur les entrepôts en bord de mer de l'entreprise depuis des années pour les raser et construire des appartements de luxe. À mon petit-fils, Tristan Sterling, a poursuivi l'avocat, je laisse la collection de véhicules à moteur logés au domaine du comté. Cela inclut la Rolls-Royce Phantom 2023, la Lamborghini Aventador 2022, la Ferrari 488, et la Porsche 911 classique. Tristan a donné un coup de poing sous la table. On y va, a-t-il chuchoté, sortant déjà son téléphone, probablement pour envoyer un texto à ses amis à propos des hypercars qu'il possédait désormais. Je suis resté là, les mains jointes fermement sur mes genoux. L'argent ne m'intéressait pas. Vraiment pas. Je voulais juste entendre les mots de mon grand-père. Je voulais savoir qu'il se souvenait de nos moments passés ensemble. Charles Sterling a tourné la page. La pièce est devenue totalement silencieuse. Tout le monde m'a regardé. À mon petit-fils, Julian Vance, a lu l'avocat, sa voix s'aplatissant en un drone monotone.
Je laisse le contenu de l'enveloppe scellée fournie à mon avocat. Elle doit être ouverte par Julien seul, avec l'instruction suivante, ne l'ouvrez pas devant eux. Suivez où elle mène. L'avocat a fouillé dans sa mallette en cuir et a fait glisser une petite enveloppe blanche standard sur la table massive. Elle s'est arrêtée juste devant moi. J'ai baissé les yeux vers elle. Mon nom était écrit sur le devant, dans l'écriture cursive tremblante et inimitable de mon grand-père. Pendant environ 3 secondes, personne n'a respiré. Et puis, ma mère a ri. Ce n'était pas un rire poli. C'était un rire dur, méprisant, résonnant. Le genre de rire qui vous met à nu et vous laisse grelotter dans la neige. Une enveloppe, a-t-elle haleté, essuyant une larme d'amusement. Tout le monde reçoit l'entreprise, un Pantouz à plusieurs millions de dollars, une flotte littérale de supercars, et toi, tu reçois un bout de papier. Je parie que ton grand-père ne t'aimait pas tant que ça, Julien. Tristan a ricané. Richard a juste secoué la tête, me regardant avec la même pitié épuisée qu'il m'avait témoignée depuis mon enfance. Ma poitrine s'est serrée jusqu'à ce que j'ai l'impression que mes côtes allaient craquer. J'ai saisi l'enveloppe, je l'ai enfoncée dans la poche de ma veste, j'ai poussé ma chaise et je suis sorti. Je n'ai pas dit un mot. Je suis simplement sorti dans l'air glacial de Baltimore. Le rire de ma propre mère résonnait dans mes oreilles. Ce rire n'était pas nouveau. C'était la bande originale de toute ma vie. En grandissant, j'étais le bagage encombrant que ma mère avait apporté dans son nouveau mariage brillant avec Richard. Quand Tristan est né, j'ai cessé d'exister. Tristan a eu les précepteurs privés et le fonds universitaire massif. J'ai eu l'école publique et on m'a dit de me débrouiller tout seul. J'ai été totalement exclu de la planification financière de la famille. Alors qu'ils avaient des dîners de Thanksgiving somptueux dans des clubs privés, j'étais généralement de service et personne ne m'a jamais gardé une assiette. La seule personne qui m'ait jamais vu, qui m'ait vraiment regardé, était mon grand-père Arthur. Chaque dimanche, je conduisais jusqu'à la marina et nous prenions son vieux voilier battu, l'Horizon, sur la baie de Chesapeake. C'était un homme silencieux. Il m'a appris à naviguer, non pas en regardant l'eau, mais en sentant l'air. Lis le vent, Julien, me disait-il, ses mains tannées serrant la barre en bois. Les gens vous mentiront en face. Les chiffres sur une feuille de calcul peuvent être manipulés, mais le vent ne ment jamais. Si tu apprends à lire le vent, tu sauras toujours ce qui arrive avant tout le monde. Quand j'avais 19 ans, j'ai vu un ambulancier sauver la vie d'une femme sur le trottoir après un terrible accident de voiture. Ce jour-là, j'ai su ce que je voulais faire. Je ne voulais pas courir après les affaires immobilières ou remplir de la paperasse. Je voulais être la personne qui arrive lors du pire jour de la vie de quelqu'un et qui améliore les choses. Quand je l'ai dit à ma famille, ma mère a appelé cela une « tragédie d'ouvrier ». Mon grand-père a simplement hoché la tête, m'a tapoté l'épaule et a dit « Tu collectes des vies, Julien. Il ne collecte que des choses. Tu es le plus riche dans la pièce. » J'avais besoin de réconfort cette nuit-là. Après la lecture du testament, j'ai conduit ma Honda Civic délabrée directement à l'appartement de ma petite amie, Chloé. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Je pensais qu'elle était mon refuge. Je me suis tenu sur le pas de sa porte, trempé par la pluie glaciale, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé du Pantouz, de la Rolls-Royce, de l'entreprise. Et je lui ai parlé de l'enveloppe. Chloé ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a croisé les bras et s'est appuyée contre le chambranle de la porte. Ses yeux étaient froids. « Donc, tu n'as rien eu » a-t-elle dit. Sa voix était plate. J'ai eu une lettre, Chloé. Mais il ne s'agit pas de l'argent. C'est la façon dont ils m'ont traité. Julien, arrête, a-t-elle interrompu en levant la main. Tu as 28 ans. Tu travailles des heures insensées pour un salaire d'ambulancier qui couvre à peine le loyer. Je suis fatigué de lutter. L'ami de Tristan, celui qui travaille dans le capital risque, nous avons discuté. Je ne peux pas construire un avenir avec un gars qui n'a même pas de fonds d'études ou un héritage correct. Je suis désolé. C'est fini. Elle a fermé la porte au nez. Je suis resté dans le couloir, dégoulinant, complètement anéanti. Ma famille m'avait rejeté. La femme que j'aimais m'avait jeté dès qu'elle avait réalisé qu'il n'y avait pas de salaire associé à mon nom. J'étais totalement seul. Je suis retourné à mon camion, j'ai allumé le chauffage et, avec des mains tremblantes et glacées, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur,
il y avait un billet d'avion aller simple pour Nice, en France, et une seule feuille de papier de carnet avec l'écriture de mon grand-père. Julian, ne les écoute pas. Je leur ai donné exactement ce qu'ils méritent, des choses qui se cassent, qui rouillent et qui consomment. Je te donne ce que je valorise le plus. Va à Monaco. Un chauffeur t'attendra. Fais-moi confiance une fois de plus. Je suis resté assis dans le noir pendant 1 heure. Je n'avais plus rien à perdre, alors j'ai fait un sac. Je pensais que la douleur de la trahison allait me briser. Mais, assis dans ce palais à Monaco, fixant un prince, j'ai réalisé que la tempête ne faisait que commencer. « Asseyez-vous, mon garçon », a dit le prince Albertine doucement, en désignant un lourd fauteuil en velours près de la fenêtre. Je me suis assis. Mon esprit tournait si vite que je pouvais à peine suivre mes propres pensées. Le soleil méditerranéen rayonnait à travers les fenêtres du sol au plafond, jetant de longues ombres dorées sur le sol de la bibliothèque. Entre nous se trouvait un plateau en argent avec une bouteille d'eau minérale et 2 verres en cristal. Le prince a versé un verre et me l'a tendu. Buvez. Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. J'ai pris une gorgée. L'eau froide m'a aidé à reprendre pied. Votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, mon grand-père dirigeait une compagnie maritime dans le Maryland. Il vivait dans une maison en rangée. Il buvait du café noir bon marché et regardait le baseball sur une télévision de 2008. Comment le connaissez-vous? Le prince Albertine a souri, mais c'était un sourire marqué par des décennies d'histoire cachée. Il s'est dirigé vers un grand bureau en acajou, a ouvert un tiroir verrouillé et a sorti une photographie en noir et blanc encadrée. Il l'a posée sur la table entre nous. C'était mon grand-père, beaucoup plus jeune, peut-être au début de la quarantaine. Il était trempé, assis sur le pont d'un bateau, en train de rire. À côté de lui, tout aussi trempé et riant tout aussi fort, se trouvait un jeune prince Albertine. La fête nationale, 1984, a dit le prince, sa voix tombant dans un registre calme et respectueux. Votre grand-père et moi naviguions sur mon yacht privé au large des côtes de la Corse. Une tempête soudaine nous a frappés, une mauvaise, le genre de tempête qui transforme la mer d'un terrain de jeu en cimetière. Le bateau a chaviré. J'ai été projeté dans l'eau et je me suis retrouvé coincé dans le gréement. Je me noyais, Julian. Je prenais l'eau dans mes poumons, je descendais pour la dernière fois. Il m'a regardé droit dans les yeux. Arthur Vance a plongé dans des vagues de 6 mètres. Il a nagé à travers un champ de débris dans le noir complet, m'a libéré avec un couteau de poche et m'a traîné sur un morceau de fibre de verre flottant. Nous nous sommes accrochés à cette coque pendant 7 heures jusqu'à ce que les gardes-côtes nous trouvent. Il a sauvé ma vie. Il n'a pas demandé de médaille. Il n'a pas demandé de décret royal. Il a juste demandé une serviette sèche et une tasse de café chaud. J'ai fixé la photo. Mon grand-père n'avait jamais soufflé un mot de tout cela à personne, pas un murmure. Le lendemain matin, a poursuivi le prince, marchant lentement sur le tapis persan. Nous avons fait un pacte de sang. Nous avons convenu que celui qui mourrait le premier, le survivant prendrait soin de la personne que le défunt aimait le plus. Pas toute la famille, juste la seule personne qui comptait vraiment. Arthur m'a dit qu'il saurait qui était cette personne quand le moment serait venu. Le prince s'est arrêté et m'a regardé. Il vous a choisi, Julian, il y a des années. Il m'a parlé du garçon qui voulait être ambulancier. Il m'a parlé du garçon qui s'asseyait en silence sur le bateau et apprenait à lire le vent. Il m'a dit, Albertine, ce garçon a mon vrai sang, pas le sang avide. Le sang qui se montre quand les choses deviennent sombres. Ma gorge s'est nouée. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux, retenant une onde de larmes soudaine et violente. Ma mère m'avait dit qu'il ne m'aimait pas assez. Elle avait ri de mon enveloppe. Et ici, à l'autre bout du monde, la royauté me disait que j'étais le seul qui comptait. Que signifie ce pacte, ai-je demandé, ma voix craquant. Le prince s'est rassis, croisant ses doigts. Arthur n'était pas seulement mon ami. Pendant 40 ans, il a été mon conseiller de l'ombre. L'entreprise de logistique à Baltimore n'était qu'une façade, un passe-temps pour l'occuper. Son vrai travail était ici. Votre grand-père m'a aidé à gérer un portefeuille d'investissement privé, hors bilan, immobilier, capital risque, infrastructure maritime mondiale. Son esprit brillant a guidé mon capital. Il s'est penché en avant. Ce portefeuille est actuellement évalué à environ 800 millions de dollars. J'ai arrêté de respirer.
Mon grand-père, l'homme qui se disputait pour des coupons de 2 $ à l'épicerie, gérait un portefeuille royal de près d'1 milliard de dollars. Selon notre pacte, a dit Albertine, son ton devenant strictement professionnel. À sa mort, un trust irrévocable a été activé en votre nom. Il a été financé il y a exactement 10 jours. Il contient 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Alors que ma famille se battait comme des vautours pour un pantouse et quelques voitures, mon grand-père avait tranquillement assuré toute mon existence. Mais il y a une deuxième partie à l'enveloppe, a dit le prince doucement. Je suis un vieil homme, Julian. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. J'ai besoin du sang d'Arthur dans mon cercle restreint. Je vous offre un poste dans mon bureau d'investissement privé. Vous commencerez par le bas, en apprenant les ficelles, mais je veux que vous preniez sa place à mes côtés. Mon esprit est retourné à Baltimore, au couloir humide et froid devant l'appartement de Chloé, au ricanement sur le visage de Richard, au rire résonnant de ma mère. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me ramenant violemment à la réalité. Je l'ai sorti. C'était un texto du capitaine Sarah Jenkins, ma chef à la station de secours. Et gamin, j'ai entendu parler des funérailles. Prends tous les congés dont tu as besoin. On est là pour toi. Sarah était dure comme de l'acier. Une ancienne ambulancière de combat qui m'avait tout appris sur comment garder son calme quand le monde se vidait de son sang. Elle était la seule mentor qu'il me restait. Juste en dessous du message de Sarah, une notification Instagram. Tristan avait publié une story. Je l'ai ouverte. C'était une vidéo de lui faisant rugir le moteur de la Lamborghini Aventador devant un club huppé du centre-ville de Baltimore. La légende disait « Merci pour l'amélioration, le vieux. Béni nous large ». En arrière-plan de la vidéo, Chloé riait, tenant une coupe de champagne, appuyée contre le capot de la voiture de mon grand-père. La trahison brûlait comme de l'acide de batterie dans ma poitrine. Puis le téléphone a commencé à sonner dans ma main. Appel entrant, mère. J'ai regardé le prince. Il m'a fait un signe de tête lent, m'autorisant à répondre. J'ai appuyé sur accepter et j'ai mis le haut-parleur. Allô, Julian. Enfin. La voix de ma mère a claqué dans le haut-parleur, vive et irritée. Écoute, l'avocat de Richard prépare des documents d'héritage supplémentaires. Puisque tu as été techniquement exclu de l'héritage principal, ils ont besoin que tu signes une renonciation légale abandonnant toute réclamation future sur l'entreprise de logistique ou les propriétés. Juste une formalité. Quand rentres-tu de tes petites vacances européennes? Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé où je séjournais. Elle avait juste besoin de ma signature pour pouvoir verrouiller l'argent. J'ai serré le téléphone. Le petit garçon effrayé et invisible en moi voulait crier, voulait hurler contre elle pour son manque de cœur si incroyable. Mais ensuite, je me suis souvenu de la voix de mon grand-père, lis le vent, Julian. J'ai levé les yeux vers le prince Albertine. J'ai regardé les colonnes de marbre de la bibliothèque royale. J'ai regardé le document du trust de 40 millions de dollars sur le bureau. Je ne reviendrai pas signer quoi que ce soit, mère, ai-je dit. Ma voix était parfaitement calme. Elle n'a pas tremblé. Pardon, a-t-elle ricané. Julian, ne sois pas dramatique. Tu n'as pas l'argent pour un avocat pour contester cela, et tu n'as certainement aucune réclamation sur l'héritage. Arrête de faire une crise de colère et sois un adulte. Je ne me bats pas contre vous pour l'héritage, ai-je dit doucement. Vous pouvez garder l'entreprise. Tristan peut garder les voitures. Vous pouvez garder toutes ces choses qui rouillent et se cassent. Passe une bonne vie, Eleanor. Julian, tu m'écoutes tout de suite, j'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas bloqué son numéro. J'ai juste posé le téléphone face contre le plateau en argent. J'ai regardé le prince Albertine droit dans les yeux. Je ne me sentais plus comme un imposteur. Je me sentais comme le petit-fils d'Arthur Vance. Quand est-ce que je commence, ai-je demandé. La tempête avait officiellement touché terre, et j'allais apprendre à la chevaucher. La transition d'un ambulancier de Baltimore à un apprenti dans un fonds souverain n'était pas un conte de fées. C'était brutal. Le prince Albertine ne m'a pas donné un bureau de coin et un titre prestigieux. Il m'a confié à Jean-Paul, son conseiller financier principal, un banquier français fumant comme un pompier, terrifiant de génie, qui n'avait aucune patience pour l'incompétence.
Mon bureau était une petite pièce sans fenêtre au sous-sol de la société d'investissement privé, sur l'avenue de Monte-Carlo. Pendant les 3 premiers mois, je me suis noyé dans les feuilles de calcul, les modèles d'évaluation des risques et les analyses de marché mondial. Les autres analystes juniors, des gars avec des MBA de Wharton et Oxford, me regardaient comme si j'étais un chien errant qui s'était égaré dans un restaurant étoilé Michelin. Ils connaissaient mon passé, le chauffeur d'ambulance. Ils m'appelaient ainsi dans mon dos. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'être ambulancier vous apprend exactement comment gérer la pression à enjeux élevés. Lorsque vous avez intubé un patient alors que vous étiez coincé dans un véhicule écrasé sur une autoroute sombre, un graphique boursier fluctuant ne vous fait pas exactement transpirer. J'ai gardé la tête basse. Je suis arrivé 2 heures avant tout le monde et je suis parti longtemps après que l'équipe de nettoyage soit partie. J'ai appliqué la règle de mon grand-père, j'ai lu le vent. Lors d'une négociation à enjeux élevés avec Matteo Rossi, un magnate du transport italien notoirement difficile, notre équipe se heurtait à un mur. Rossi menaçait de se retirer d'un contrat massif d'infrastructures portuaires. Je suis resté assis au fond de la pièce, complètement silencieux, observant le langage corporel de Rossi. J'ai remarqué qu'il vérifiait constamment un fil d'actualité spécifique sur sa tablette, les grèves ouvrières à Gênes. Il ne négociait pas en position de force. Il temporisait parce que sa propre chaîne d'approvisionnement était paralysée. Pendant une pause, j'ai pris Jean-Paul à part et je le lui ai signalé calmement. Ne lui offrez pas plus d'argent, ai-je dit. Offrez-lui un réacheminement temporaire via nos hubs logistiques à Marseille pour contourner les grèves. Il n'a pas besoin de capital en ce moment, il a besoin d'une bouée de sauvetage. Jean-Paul m'a regardé, ses yeux se plissant. Il a apporté le conseil à la table. Rossi a accepté le deal 20 minutes plus tard. Cet après-midi-là, les blagues sur le chauffeur d'ambulance ont cessé complètement. Alors que je construisais tranquillement un empire dans l'ombre de Monaco, ma famille était bruyante, publique et se déchirait rapidement à Baltimore. Je n'avais pas besoin de les espionner, ils diffusaient leur propre destruction sur les réseaux sociaux. Mon oncle Marcus et Richard avaient officiellement pris le contrôle de Vance Maritime Logistique. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que mon grand-père avait structuré cette entreprise spécifiquement pour nécessiter ses relations personnelles pour fonctionner. Sans Arthur Vance, les partenaires maritimes européens ont refusé de renouveler leur contrat. En 4 mois, les revenus ont chuté de 40%. Pour sauver les apparences, Marcus a commencé à contracter des prêts corporatifs massifs à taux d'intérêt élevés, utilisant les entrepôts du front de mer comme garantie. Puis il y avait ma mère. Le Pantouse à 3 200 000 $ était accompagné d'une réalité brutale, des frais de copropriété astronomiques et des impôts fonciers écrasantes. Sans l'entreprise de logistique générant un flux de trésorerie constant, ses comptes bancaires se vidaient à une vitesse terrifiante. Et Tristan a appris une leçon très dure sur les hypercars. Il avait emmené la Ferrari sur une piste, essayant de se montrer pour ses abonnés Instagram, et l'avait fait déraper dans une barrière en béton. Parce qu'il avait économisé sur la prime d'assurance spécialisée pour garder de l'argent pour faire la fête, il était personnellement responsable de près de 200 000 $ de réparation. La Rolls-Royce a été discrètement reprise une semaine plus tard. Mon grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il ne leur avait pas donné une bénédiction, il leur avait remis une malédiction joliment emballée. Il leur avait donné des actifs qui nécessitaient de la discipline et du caractère pour être maintenus, sachant très bien qu'ils n'en possédaient aucun. Le point de rupture est arrivé à la fin de l'automne. J'étais assis à mon bureau à Monaco en train de passer en revue un portefeuille immobilier quand Jean-Paul est entré et a déposé un email imprimé sur mon clavier. C'était d'un courtier en yacht international. J'ai lu l'objet et mon sang s'est glacé, détail de la vente du voilier de 54 pieds, The Horizon. Ma famille vendait le bateau de mon grand-père, le seul endroit où je me suis jamais senti en sécurité. L'endroit où il m'avait tout appris. Il le bradait pour de l'argent rapide afin de couvrir les dettes de Tristan et les responsabilités fiscales de ma mère. J'ai serré le bord de mon bureau jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Mon premier instinct a été de virer l'argent moi-même. Avec les 40 millions dans mon trust, je pouvais acheter le bateau 10 fois sans jamais le sentir. J'ai attrapé mon téléphone, prêt à appeler mon banquier privé. Avant que je puisse composer le numéro, le prince Albertine est entré dans mon bureau. Il a posé sa main sur mon téléphone, le poussant doucement vers le bas. « Ne laissez pas l'émotion dicter votre stratégie, Julian, a dit le prince doucement.
S'ils voient votre nom sur le bon de commande, ils sauront que vous avez du capital. Les vautours se rassembleront. Ils vous entraîneront dans des litiges sans fin pour essayer de briser le testament. Je ne peux pas laisser des étrangers prendre son bateau, ai-je grincé, fixant le papier. C'est le seul vrai morceau de lui qui reste. Albertine a offert un sourire aristocratique fin. Qui a parlé d'étrangers? 2 semaines plus tard, une société holding anonyme basée au Luxembourg a acheté l'Horizon pour 20% au-dessus du prix demandé. Ma famille, désespérée et se noyant dans les dettes, a pratiquement jeté les clés au courtier. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste pris l'argent pour boucher les trous de leur navire en train de couler. Le lendemain matin, une épaisse enveloppe brune a été livrée à mon bureau. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété de l'Horizon. Sous la section du propriétaire enregistré, il n'y avait pas de société holding. Il y avait un seul nom, Julien Vance. Le prince Albertine l'avait acheté discrètement et me l'avait transféré directement. Je suis resté assis dans mon bureau au sous-sol en tenant le papier épais et gaufré. Et pour la première fois depuis la mort de mon grand-père, je m'autorisais enfin à pleurer. Pas des larmes de chagrin, des larmes de gratitude absolue et écrasante. Je pensais que mon lien avec ma famille était définitivement rompu. Je pensais qu'il sombrerait lentement dans la faillite et que je vivrais mes jours tranquillement à Monaco. Mais le destin et la réalité brutale du monde des affaires avaient une dernière collision explosive prévue pour nous. Car 3 mois plus tard, le Monaco Yacht Show est arrivé en ville, et ma famille désespérée et criblée de dettes avait gratté ses derniers dollars pour acheter des billets VIP, espérant trouver un investisseur riche pour sauver leur entreprise en plein effondrement. Ils n'avaient absolument aucune idée du territoire sur lequel ils s'aventuraient. Laissez-moi vous dépeindre une image très précise, car à moins que vous ne l'ayez vue de vos propres yeux, il est presque impossible de comprendre l'échelle du Monaco Yacht Show. Septembre dans la principauté de Monaco ne ressemble à nulle part ailleurs sur la face de la Terre. La chaleur brutale et étouffante de l'été méditerranéen se brise enfin, laissant place à cette brise dorée et vive qui descend des montagnes. Et pendant 4 jours, le port Hercule se transforme en épicentre incontesté de la richesse mondiale. Nous ne parlons pas de bateaux de pêche du week-end ou des petits croiseurs que vous voyez garés à votre marina locale. Nous parlons de palais flottants, de super-yachts qui coûtent des centaines de millions de dollars, complets avec des héliports entièrement équipés, des ponts d'observation sous-marins, des sous-marins à bord et des équipages qui surpassent les invités réels de 10 pour 1. L'air sans le kérosène coûteux, l'eau salée et le genre de parfum que vous ne pouvez pas acheter dans un grand magasin. Je n'étais plus l'ambulancier épuisé et sous-payé marchand avec des bottes à embout d'acier usé. Cela faisait 9 mois que j'avais ouvert cette petite enveloppe blanche dans la cabine glaciale de mon Ford rouillé. 9 mois d'éducation incessante, éreintante et renversante sous la direction de Jean-Paul et du prince Albertine. Je portais un costume bleu marine sur mesure, coupé spécifiquement pour ma carrure à Milan. J'avais appris comment lire une pièce pleine de milliardaires européens, comment négocier des routes maritimes mondiales sans perdre de levier, et surtout, comment garder mon silence absolu jusqu'au moment précis pour frapper. Toute ma vie avait radicalement changé, mais mon noyau, le gars qui a appris à lire le vent sur la baie de Chesapeake et qui se présentait toujours quand les choses devenaient sombres, restait exactement le même. Le prince Albertine, Jean-Paul et moi étions debout sur le pont arrière spacieux du Lumina, un navire à couper le souffle de 200 pieds appartenant à un magnate grec du transport maritime nommé Kostas. Nous étions dans les dernières étapes de la signature d'un accord d'investissement massif en infrastructures multinationales. Le champagne millésimé coulait dans des flûtes en cristal. Les contrats étaient signés et je ressentais un sens de fierté profond, calme et inébranlable qui s'installait dans mes os. J'avais gagné ma place à cette table. Pas par un nom de famille célèbre, pas par un héritage aveugle, mais par la sueur, les nuits blanches et le caractère que mon grand-père avait inculqué en moi. C'est exactement là que je les ai vus. Je regardais par-dessus la rambarde en tech poli sur la promenade publique principale du quai quand mes yeux se sont fixés sur une énergie familière, chaotique et totalement hors de propos. C'était ma mère, Éléanore. Juste à côté d'elle marchait mon ancien beau-père Richard, mon oncle Marcus et mon demi-frère, l'enfant gâté, Tristan. Ils avaient l'air incroyablement, douloureusement déplacés. Vous voyez, la vraie richesse murmure. Elle porte du lin non griffé, parfaitement coupé. Elle bouge lentement. Elle parle d'un ton calme et mesuré parce qu'elle n'a absolument rien à prouver à personne. Ma famille, en revanche, criait. Tristan portait une chemise en soie de créateur bruyante et fortement griffée qui criait pratiquement « Nouvel argent ».
Ses yeux balayaient la zone frénétiquement, comme s'il cherchait désespérément une équipe de tournage pour documenter sa présence. Ma mère agrippait un sac à main de créateur horriblement voyant si fort que ses jointures étaient blancs-os. Son visage était tendu par un sourire forcé, désespéré, terrifiant et faux. Marcus transpirait abondamment sous son col coûteux, serrant une mallette en cuir contre sa poitrine comme si c'était un gilet de sauvetage au milieu de l'océan. Richard marchait la poitrine gonflée, essayant d'avoir l'air dominant, mais ses yeux trahissaient une panique profonde et rongée. Grâce au vaste réseau de renseignements et financiers du prince, je savais déjà exactement pourquoi ils étaient ici. Vance Maritime Logistique, l'entreprise qu'ils avaient si joyeusement volée à l'héritage de mon grand-père, se vidait de son sang par une douzaine de blessures différentes. Marcus avait aliéné tous les partenaires européens farouchement loyaux de mon grand-père avec ses tactiques corporatives américaines arrogantes et coupeuses de virages. Il se noyait dans des dettes d'entreprise à intérêt élevé, et les banques américaines avaient complètement coupé leurs lignes de crédit après avoir vu leurs résultats trimestriels catastrophiques. Ils avaient gratté leurs derniers dollars liquides restants, liquidant probablement ce qui restait du fonds universitaire de Tristan et contractant un deuxième prêt hypothécaire juste pour s'envoler pour Monaco. Ils avaient acheté des laissez-passer VIP d'une journée, espérant désespérément coincer un investisseur européen sur les quais et mendier un sauvetage financier. Je les ai regardés s'approcher d'un groupe d'investisseurs logistiques italiens de haut niveau près de l'une des tentes d'exposition de luxe. J'ai regardé Marcus s'avancer, tendant agressivement sa main moite, essayant clairement de vendre son entreprise en faillite avec ses tactiques d'intimidation habituelles. J'ai regardé les Italiens jeter un coup d'œil à son visage rouge, échanger un regard poli mais brutalement méprisant entre eux, et simplement lui tourner le dos sans dire un seul mot. C'était pathétique à regarder, mais c'était aussi exactement le lit précis qu'ils avaient méticuleusement fait pour eux-mêmes. Je me suis détourné de la rambarde, ayant pleinement l'intention de les laisser échouer en paix. Je n'avais absolument aucun désir de confrontation publique. Je n'avais plus besoin de closure de leur part. Mais l'univers a une façon très amusante, très poétique, de vous forcer à fermer vos boucles ouvertes, que vous le vouliez ou non. J'étais descendu de la passerelle du Lumina et je marchais sur le quai principal vers notre navette royale privée quand je l'ai entendu, cette même voix criarde, condescendante, des ongles sur un tableau noir, qui avait hanté chaque jour de mon enfance. « Julien, est-ce toi ?» Je me suis arrêté net. J'ai pris une respiration lente et profonde de l'air salé, me recentrant, puis je me suis lentement retourné. Ils étaient là, les quatre debout à seulement 10 pieds, me regardant comme si j'étais un fantôme qui venait de sortir du port. Les yeux de ma mère ont agressivement balayé mon costume sur mesure, notant le tissu coûteux, les chaussures personnalisées, la posture d'un homme qui n'avait plus peur d'elle. Pendant une fraction de seconde, une confusion authentique a traversé son visage méticuleusement botoxé. Mais son arrogance profondément enracinée et son besoin pathologique d'être supérieur ont rapidement outrepassé sa logique de base. Elle ne pouvait tout simplement pas traiter l'information visuelle que j'appartenais réellement à un endroit comme celui-ci. Alors son cerveau a immédiatement créé un récit dégradant qui correspondait à sa vision du monde tordu. « Qu'est-ce que tu fais ici, pour l'amour du ciel » a ricané Éléanore, s'approchant, son ton dégoulinant du même vieux venin. « As-tu dépensé tout ton maigre salaire d'ambulancier juste pour acheter un billet d'avion en classe éco pour nous traquer lors de notre voyage d'affaires ? Ou as-tu finalement réalisé que tu n'as pas d'avenir en médecine et obtenu un travail de matelot sur l'un de ces bateaux ? Parce que si tu es ici pour nous demander de l'argent, tu peux oublier. » Tristan a laissé échapper un rire bruyant, odieux et stupide qui a fait que plusieurs passants riches se sont retournés pour le dévisager. « Mec, sérieusement, tu ne pouvais pas gérer la vraie vie à Baltimore, alors tu t'es enfui pour servir des boissons trop chères à des gens riches en France. C'est la chose la plus triste et la plus pathétique que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Regarde-toi, en train de jouer au déguisement. Julien, tu dois partir tout de suite, a dit Richard, s'avançant et utilisant sa voix profonde et autoritaire de PDG qu'il utilisait pour intimider les entrepreneurs à la maison. Nous sommes ici pour mener des affaires internationales hautement sensibles et de haut niveau. Nous n'avons pas le temps ni la patience pour gérer tes escapades enfantines. Tu embarrasses le nom de famille rien qu'en étant vu sur ce quai. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas rétréci comme je le faisais quand j'avais 19 ans et que j'étais terrifié par leur jugement. Je les ai juste regardés. Je les ai vraiment, vraiment regardés. Sous les vêtements de créateurs et les voix bruyantes, ils étaient absolument terrifiés. Je pouvais voir les cernes sombres et épuisées sous les yeux de Marcus.
Je pouvais voir la façon dont les mains de ma mère tremblaient légèrement contre son sac à main coûteux. C'étaient des animaux acculés qui se débattent parce que c'était le seul mécanisme de défense qu'il leur restait. Je n'embarrasse personne, Richard, ai-je dit, ma voix parfaitement calme, parfaitement égale. Et je ne travaille pas comme matelot. Oh, épargne-nous les mensonges, a claqué Eleanor, s'avançant agressivement dans mon espace personnel. Son parfum floral lourd était épais et envahissant, masquant l'odeur du vin éventé sur son haleine. N'ose pas nous mentir, Julian. Nous savons exactement ce que tu es. Tu es un ambulancier sans héritage, sans ambition et sans avenir. Tu as toujours été une déception. Maintenant fais demi-tour, pars et retourne dans n'importe quelle auberge bon marché où tu séjournes avant que je fasse escorter le personnel de sécurité de la marina pour vagabondage. Y a-t-il un problème ici, Julian? La voix a coupé l'air humide et tendu comme une faux finement aiguisée. La foule de milliardaires, de modèles et de courtiers sur le quai s'est immédiatement séparée comme la mer Rouge. Le prince Albertine, flanqué de ses 2 gardes du corps massif au visage de pierre, s'est avancé juste à côté de moi. Il portait un costume en lin blanc impeccable, et sa simple présence rayonnait d'une aura absolue, suffocante et indéniable de pouvoir ultime. La mâchoire de l'oncle Marcus s'est pratiquement décrochée, tombant dans une incrédulité pure. Richard s'est complètement figé, ses yeux sortant de la tête. Ils étaient dans le secteur du transport maritime international. Ils savaient exactement qui était le prince Albertine de Monaco. Ce n'était pas juste de la royauté. C'était le faiseur de rois incontesté de toute l'industrie maritime européenne. Un mot de lui pouvait couler une flotte ou construire un empire. Ma mère, sentant le changement soudain et massif de pouvoir, mais comprenant complètement et totalement mal sa place, a immédiatement mis son sourire de mondaine le plus charmant et maladivement faux. « Votre Altesse royale » a dit Eleanor, sa voix tombant d'une octave dans un ronronnement sirupeux, s'inclinant pratiquement en tendant sa main tremblante. « Je suis si incroyablement désolé si ce jeune homme vous dérangeait. Je suis Eleanor Vance Sterling de la famille Vance de Baltimore. Voici mon fils, Julian. Il a toujours été un garçon un peu troublé et perdu. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. Nous allons vous le retirer immédiatement et nous assurer qu'il ne vous dérangera plus. » Le prince Albertine ne l'a pas regardé. Il n'a pas reconnu sa main tendue. Il n'a même pas cligné des yeux dans sa direction. Il a simplement tourné son regard royal vers moi. « Julian, » a dit le prince, sa voix portant clairement au-dessus du clapotis doux de l'eau du port, ignorant complètement l'existence de ma mère. « Avez-vous fini de revoir les évaluations de risque trimestrielles pour les acquisitions immobilières commerciales asiatiques? » « C'est fait, Votre Altesse, » ai-je répondu sans détour, sans rompre le contact visuel avec le visage soudainement pâle de ma mère. J'ai autorisé le transfert de fonds. Le portefeuille est complètement sécurisé et les sociétés holding ont été restructurées selon vos spécifications exactes. Excellent travail, comme toujours, a dit le prince Albertine doucement. Rappelez-moi, quelle est la valorisation liquide actuelle de ce trust spécifique sous votre gestion directe? 40 millions de dollars, monsieur, ai-je dit. Le silence qui est tombé sur ma famille à ce moment-là était absolu. C'était le genre de silence assourdissant et lourd que vous entendez dans un vide total. J'ai regardé le faux sourire sirupeux de ma mère s'effondrer physiquement. Les muscles de son visage lâchant alors que la réalité de mes mots l'a frappé comme un train de marchandises. J'ai regardé le ricanement arrogant et moqueur de Tristan fondre en un masque de confusion totale, horrifiante. Bien, a dit le prince Albertine, hochant la tête lentement. Il a finalement tourné son regard glacé vers ma famille. Ses yeux ressemblaient à un glacier. Je crois que vous êtes les parents d'Arthur Vance, ceux qui ont hérité du domaine visible et déprécié. Je suis le prince Albertine, et cet homme, il a fait une pause, plaçant une main ferme, paternelle et incroyablement ancrante sur mon épaule, et Julian Vance. Il est le stratège des opérations principales de ma firme d'investissement privé. Il est le seul bénéficiaire de mon pacte de sang de toute une vie avec son grand-père. Et il est l'héritier incontesté d'un trust de 40 millions de dollars. Maintenant, vous allez vous éloigner de mon conseiller immédiatement avant que je ne fasse jeter les 4 dans le port par mon service de sécurité pour harcèlement. J'avais imaginé ce moment exact 1000 fois dans ma tête pendant ces longues nuits solitaires à Baltimore. Je pensais que je me sentirais en colère. Je pensais que je voudrais leur hurler de lister chaque fois qu'ils m'avaient fait me sentir inutile. Mais en les regardant en ce moment, debout là,
complètement dépouillés de toutes leurs grandes illusions et de leur fausse supériorité, je ne ressentais aucune colère du tout. Je ressentais juste un sentiment de paix profond et écrasant. Il n'était que de la poussière dans le vent. Et je savais exactement comment le lire. Pendant 10 secondes solides et atroces, personne n'a bougé un seul muscle. Le soleil méditerranéen chaud continuait de frapper le quai en bois. Les mouettes criaient au-dessus, mais ma famille avait l'air d'avoir été violemment poussée dans un lac glacé. Ils étaient complètement paralysés par l'ampleur même de la vérité. 40 millions, a finalement balbutié ma mère, les mots s'étouffant littéralement dans sa gorge. Sa voix sonnait mince, râpeuse et incroyablement vieille. Elle regardait frénétiquement de moi au prince, puis de nouveau vers moi. Son cerveau faisait un court-circuit violent. La seule mesure par laquelle elle m'avait jugé toute ma vie, mon manque perçu de richesse et de statut, venait d'être complètement et totalement oblitéré devant ses yeux. « Julian, tu as 40 millions de dollars ? Comment ? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? » Je ne l'ai pas, mère. Je le gère. C'est un trust irrévocable, ai-je corrigé, ma voix plate, complètement dépourvue du désespoir émotionnel que j'avais quand je lui parlais. Quelque chose que mon grand-père a tranquillement mis en place pour moi il y a des années, parce qu'il savait exactement quel genre de personne vous étiez, et il savait exactement ce que vous feriez du reste de l'héritage dès que son cœur cesserait de battre. Mon oncle Marcus a soudainement rompu son choc. La stupeur paralysante a été instantanément remplacée par un désespoir rabique et griffant. Il s'est jeté en avant, s'arrêtant à quelques pouces des poitrines du service de sécurité du prince, les mains levées dans un geste de supplication. « Julian, mon garçon, mon neveu », a crié Marcus, sa voix craquant avec une chaleur maladivement fausse et désespérée qui m'a retourné l'estomac. Je le savais. J'ai toujours su qu'Arthur avait un plan directeur. Écoute-moi, Julian. Nous sommes la famille. Le sang est plus épais que l'eau. Vance Maritime Logistique est en difficulté en ce moment. Nous avons connu une mauvaise passe avec les chaînes d'approvisionnement européennes. Nous avons juste besoin d'un pré-relais temporaire, 5 millions, peut-être 10 millions au maximum. Avec tes relations royales et la liquidité de ce trust, tu pourrais sauver tout l'héritage familial. Tu pourrais nous sauver tous en ce moment. Vous sauver ? J'ai laissé échapper un rire sec, froid et sans humour qui a résonné sur les yachts voisins. Marcus, tu ne m'as même pas gardé une place aux funérailles de mon propre grand-père. Tu m'as laissé m'asseoir au tout dernier rang à côté du personnel de restauration. Tu as dit au directeur des funérailles que je n'étais pas de la famille immédiate. Richard a gonflé la poitrine, essayant désespérément de récupérer une miette microscopique de sa personnalité de mâle alpha dominant, revenant clairement à son réglage par défaut d'intimidation. Julian, sois raisonnable. Arrête d'agir comme un enfant capricieux. Tu détiens une quantité massive de capital qui appartient légitimement à l'écosystème familial. Nous avons l'infrastructure physique à Baltimore. Nous pouvons fusionner nos actifs. Nous te donnerons généreusement une place au conseil d'administration. Tu dois à cette famille de nous aider. Si tu ne te lances pas, nous pourrions être forcés de poursuivre une action en justice agressive pour contester la légalité de ce trust offshore caché. J'ai une équipe juridique très agressive à la maison qui adorerait enquêter sur la dissimulation d'actifs. Je l'ai fixé. Je ne pouvais vraiment pas croire à l'audace pure, non adultérée et aveuglante de cet homme. Même en mendiant pour sa vie, il ne pouvait pas s'empêcher de me menacer. Tu veux parler de tes avocats, Richard ? J'ai fait un pas délibéré en avant, ignorant complètement les gardes de sécurité massifs qui m'entouraient. Je les regardais droit dans les yeux, dépouillant chaque once de pouvoir qu'ils pensaient avoir. Tu veux parler de ton frère, Charles Sterling, l'avocat qui a lu le testament et m'a souri. Parlons de lui. En fait, parlons de l'énorme piège béant dans lequel vous êtes tous tombés aveuglément avec de grands sourires sur vos visages. J'ai vu Marcus pâlir dramatiquement, tout le sang est sorti de son visage. Il a fait un demi-pas chancelant en arrière. De quoi parles-tu ? Quel piège, a exigé Eleanor, sa voix montant dans une tonalité paniquée et stridente. Vous pensiez vraiment que mon grand-père était juste un vieux fou sénile, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix montant juste assez pour commander l'espace, s'assurant que chaque mot atterrissait comme un coup physique. Vous pensiez qu'il était juste un vieil homme simple de Baltimore qui ne comprenait pas la finance d'entreprise moderne. Mais Arthur Vance était un grand maître dans un jeu auquel vous ne saviez même pas que vous jouiez, et vous n'étiez tous que des pions avides et prévisibles.
J'ai pointé un doigt pointu directement sur la poitrine de Marcus. Tu as hérité d'une participation majoritaire de 80% dans Vance Maritime Logistique. Tu pensais avoir touché le jackpot ultime. Tu as fait sauter le champagne. Mais ce que tu n'as pas pris la peine de vérifier pendant la succession parce que tu étais trop occupé à planifier ton nouveau bureau de coin, c'était le ratio d'endettement. Mon grand-père a personnellement garanti tous les prêts opérationnels sur son propre nom. Il portait activement 3 400 000 $ de dettes toxiques pour maintenir la flotte à flot. Il était la seule raison pour laquelle les partenaires européens, la famille Rossi, le conglomérat maritime du boss, restaient. Il savait qu'à la seconde même où il mourrait et que tu prendrais le relais avec ton style de gestion agressif, irrespectueux et coupeur de virages, ses partenaires fuiraient. Il t'a remis une entreprise qui était structurellement, intentionnellement conçue pour te mettre en faillite en une seule année fiscale. Marcus avait l'air d'aller vomir juste là sur le pont en tech. Ses genoux ont littéralement fléchi légèrement et il a dû saisir le bras de Richard pour rester debout. J'ai tourné mon regard implacable vers ma mère. Et toi, mère, tu as obtenu ta maison de rêve absolue, le Penthouse de Harbor Point. 3 200 000 $ de biens immobiliers de premier choix au bord de l'eau. Tu t'en es vanté auprès de chaque femme de ton club privé. Mais tu as complètement oublié que le vieil argent ne signifie pas argent gratuit. Tu as hérité d'une propriété de luxe avec 22 000 $ d'impôts fonciers annuels. Tu as hérité de frais de maintenance HOA mensuels de 1800 $. Et tu n'as pas lu les petits caractères sur la prochaine évaluation spéciale de 200 000 $ pour les réparations du toit que le HOA a voté en novembre dernier. Tu n'as pas travaillé un seul jour en 20 ans. Le cabinet immobilier de Richard est actuellement surendetté et perd de l'argent. Dis-moi, mère, combien de mois avant que la banque ne saisisse formellement ta parfaite vue sur $1 million? Eleanor a haleté bruyamment. Un son horrible et déchirant, sa main volant pour couvrir sa bouche, ses yeux étaient grands ouverts de terreur pure. Enfin, j'ai regardé Tristan, l'enfant gâté, le garçon à qui on a donné tout ce que l'on m'a refusé. Il transpirait actuellement à travers sa chemise en soie coûteuse, ressemblant à un petit garçon effrayé. Et Tristan, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un chirurgien sur le point de faire une incision très douloureuse. Tu aimes les hypercars? Oh, attends. Je n'ai pas à demander. J'ai vu les rapports de réclamation d'assurance sur le fil international. Tu as emmené la Ferrari à une journée de piste non autorisée. Tu as désactivé le contrôle de traction pour te montrer à tes abonnés Instagram et tu l'as fait déraper dans une barrière en béton. Parce que tu ne pouvais pas te permettre la prime de course commerciale spécialisée, tu as violé les conditions de la politique et annulé complètement la garantie. Tu es personnellement responsable $250 000 de dommages. Et la Rolls-Royce, elle a été discrètement reprise par la banque la semaine dernière parce que tu ne pouvais même pas payer les paiements de stockage climatisé de luxe. Tu as hérité de magnifiques chefs-d'œuvre d'ingénierie qui nécessitaient des millions de dollars pour être maintenus. Et tu ne sais même pas comment vérifier la pression des pneus. Il nous a piégés, a chuchoté Richard, son visage tournant au violet modelé et furieux, ses mains tremblaient en poings serrés. Ce vieux bâtard vindicatif nous a piégés pour que nous échouions. Non, Richard, il vous a donné exactement ce que vous vouliez, ai-je répliqué, ma voix résonnant sur les coques blanches massives des superyachts environnants. Il vous a donné des choses coûteuses, brillantes, exigeantes et dépréciatives, parce qu'il savait que vos âmes étaient creuses. Il savait que vous mesuriez l'amour strictement par les étiquettes de prix et les pieds carrés. Il savait que votre propre avidité vous rendrait complètement aveugle aux responsabilités massives attachées à ses actifs. Et il m'a donné la seule chose qui ne rouille pas, ne se déprécie pas et ne peut absolument jamais être reprise par une banque. Il m'a donné sa confiance absolue. Il m'a donné ses connaissances. Il m'a donné un avenir. Julian, s'il te plaît, je t'en supplie, a crié ma mère, des larmes authentiques débordant finalement sur son maquillage lourd et coûteux, ruinant son mascara. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords pour la façon dont elle m'avait traité toute ma vie. C'étaient des larmes de terreur abjecte pour sa propre survie financière. Je suis ta mère. Tu viens de moi. Tu as 40 millions de dollars. Tu as un prince royal soutenant chacun de tes mouvements. Tu dois nous aider. Nous allons tout perdre. S'il te plaît, Julian, ne fais pas ça à ta famille. Je n'ai à rien faire, ai-je dit, ma voix retombant dans un calme absolu et terrifiant. La tempête en moi était passée.
Quand tu m'as remis cette enveloppe dans le bureau de Charles Sterling et que tu as ri juste au visage alors que mon cœur se brisait, tu as définitivement coupé le tout dernier fil nous reliant. Tu as fait ton choix dans cette pièce. Tu as fièrement choisi l'argent. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences dévastatrices de ce choix. J'ai tourné le dos et j'ai regardé le prince Albertine, qui avait regardé tout l'échange avec un regard de calme et profond approbation. Je crois que nous avons une réservation pour le déjeuner au Yacht Club, Votre Altesse. En effet, nous en avons une, Julian, a dit le prince, sa voix chaleureuse. Il a regardé ma famille brisée une dernière fois avec mépris. Si l'un d'entre vous tente de contacter Monsieur Vance à nouveau, ou si vous tentez de déposer une poursuite frivole concernant son héritage ou son trust, mon équipe juridique personnelle vous détruira si complètement que vos petits-enfants paieront encore les frais juridiques. Passez une bonne après-midi. Nous nous sommes tournés et nous sommes partis le long du quai ensoleillé. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais entendre les disputes désespérées, paniquées et vicieuses qui éclataient derrière moi alors que Marcus commençait à hurler sur Richard et Eleanor commençait à sangloter bruyamment. C'était le son pathétique d'un château de cartes qui s'effondre enfin dans le vent. Faisons une pause un instant. Merci de rester avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous avez été ici avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Maintenant, laissez-moi vous parler de la dévastation systémique absolue qui a suivi cette rencontre, car l'univers et les lois impitoyables de la finance n'avaient pas tout à fait fini avec eux. Les retombées de cette journée fatidique à Monaco ont été rapides, brutales et entièrement auto-infligées. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt, engager un seul avocat ou mettre en œuvre un plan de vengeance élaboré pour les détruire. Leur propre avidité, arrogance et incompétence non retenues ont fait tout le gros du travail pour moi. Quelques semaines après le yacht show, j'étais assis dans mon bureau quand mon téléphone privé a vibré avec un texto. C'était d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que ma mémoire reconnaissait malheureusement immédiatement. C'était Chloé, mon ex-petite amie, la femme qui avait claqué la porte de son appartement au nez quand je lui ai dit que je n'avais hérité que d'une enveloppe. Julian, oh mon Dieu, j'ai entendu les rumeurs sur Monaco. J'ai vu une photo de toi avec le prince en ligne. Je suis si incroyablement désolé pour la façon dont j'ai agi. J'étais stressé et j'ai fait une énorme, terrible erreur. Tristan est une fraude complète. Il est fauché et il me traite terriblement. Tu me manques tellement. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je t'aime toujours. J'ai fixé l'écran brillant pendant un long moment. Il y a un an, ce message exact aurait fait battre mon cœur. Il y a un an, j'aurais désespérément mendié son attention, impatient de prouver que j'étais digne de son amour. Mais assis dans mon bureau calme et sécurisé surplombant la mer Méditerranée scintillante, je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de justification, juste une pitié profonde et creuse. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait l'idée du trust de 40 millions de dollars dont elle avait entendu des murmures. Elle aimait les costumes sur mesure et les relations royales. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tapé un paragraphe en colère pour la réprimander. Je n'ai pas essayé de la faire se sentir mal. J'ai simplement appuyé sur son contact, appuyé sur « bloquer l'appelant » et supprimé le fil de message. Le silence profond et impénétrable a été ma réponse finale et définitive. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique à Baltimore, le bain de sang financier battait son plein. Tristan a été le tout premier domino à tomber. Après le crash catastrophique de la Ferrari lors de la journée sur piste et la saisie subséquente de la Rolls-Royce, le concessionnaire de voitures exotiques et les assureurs se sont associés et l'ont frappé avec une poursuite civile massive de plusieurs millions de dollars pour rupture de contrat, négligence et dommages matériels. Parce qu'il n'avait aucun revenu réel, aucune compétence commercialisable et qu'il avait rapidement dilapidé ce qui restait des miettes de son fonds d'études dans le service de bouteilles VIP et les vêtements de créateurs, il n'avait absolument aucun moyen de payer un avocat de la défense compétent. La Cour l'a complètement détruit. Il a été forcé de déclarer la faillite personnelle chapitre 7 à l'âge de 25 ans. L'enfant gâté, le garçon qui était censé diriger le monde juste par son existence,
travaillait actuellement le service de réapprovisionnement de nuit dans un grand magasin d'électronique juste pour rembourser les frais de restitution ordonnés par le tribunal. Son compte Instagram est devenu complètement noir. Puis est venu l'oncle Marcus. Sa chute a été shakespearienne dans sa tragédie. Grâce au contact de comptabilité judiciaire incroyablement profond de Jean-Paul, un secret sombre et massif a finalement été révélé. Nous avons découvert que Marcus manipulait malicieusement la planification successorale de mon grand-père depuis des années dans le dos de tout le monde, lors d'un divorce potentiel désordonné il y a une décennie impliquant ma mère. Marcus avait secrètement collaboré avec Charles Sterling, l'avocat véreux, pour restructurer les actifs corporatifs de Vence Maritime. Il avait activement et constamment fait pression sur mon grand-père pour m'exclure complètement de l'entreprise, murmurant des mensonges vicieux sur mon manque supposé d'ambition et ma mentalité d'ouvrier. Il pensait orchestrer un coup de maître de l'espionnage industriel pour voler tout l'empire maritime pour lui-même. Mais Marcus jouait aux dames amateurs tandis qu'Arthur Vence jouait aux échecs en 3 dimensions. Mon grand-père savait exactement ce que Marcus faisait tout le temps. Il a consciemment laissé Marcus réécrire le testament pour prendre la participation majoritaire de l'entreprise, pleinement conscient que Marcus n'était pas assez intelligent ou assez diligent pour lire en profondeur les grands livres de dettes complexes et les clauses de garantie personnelle. Lorsque les loyaux partenaires européens ont inévitablement retiré leur contrat par dégoût pour Marcus, Vence Maritime a fait défaut sur ses prêts commerciaux fédéraux massifs. L'IRS est intervenu rapidement. Ils ont audité l'entreprise, découvert les pratiques comptables imprudentes, à la limite de la fraude de Marcus, et ont saisi absolument tout pour couvrir les impôts impayés. Ils ont mis sous scellé les entrepôts du front de mer, saisi les navires cargo restants et vendu aux enchères l'immeuble de bureaux corporatifs. Mais le pire pour Marcus a été les garanties personnelles. Il n'a pas juste perdu l'entreprise. Le gouvernement fédéral a placé un lien sur ses actifs personnels et a saisi son propre manoir de banlieue de plusieurs millions de dollars pour couvrir les responsabilités corporatives stupéfiantes. Il ne lui restait rien d'autre que les vêtements sur son dos et une montagne de dettes fédérales non déchargeables. Et puis, enfin, il y avait ma mère et Richard. Le cabinet immobilier flashy de Richard a pris un coup inattendu massif sur le marché commercial. Sans le flux de trésorerie constant et fiable de Vence Maritime Logistique pour soutenir artificiellement ses investissements incroyablement mauvais et surendettés, tout son empire immobilier s'est effondré en poussière en 6 mois. Le stress de la pauvreté imminente a complètement brisé leur mariage. Il a demandé un divorce vicieux et très médiatisé contre ma mère. C'était une bataille juridique brutale et laide où ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars qu'ils n'avaient pas, se battant pour les restes inutiles de leur vie ruinée, se blâmant mutuellement pour l'effondrement. Ma mère a désespérément essayé de s'accrocher aux pentouses de Harbor Point. C'était son prix ultime, son symbole de statut, la manifestation physique de sa supériorité perçue. Mais la réalité brutale des impôts fonciers, les frais HOA mensuels écrasantes et l'évaluation spéciale massive pour le toit l'ont complètement enterrée. Elle a épuisé toutes les cartes de crédit qu'elle possédait pour essayer de rester à flot. Finalement, la banque a initié des procédures de saisie agressive. J'ai découvert par une alerte automatisée du marché immobilier que le glorieux Penthouse à 3 200 000 $ avait été vendu à une vente aux enchères publiques par la banque pour une simple fraction de sa valeur réelle juste pour couvrir les liens impayés. Eleanor Vence Sterling, la femme qui mesurait la valeur humaine entièrement par le nombre de pieds carrés d'un salon et le nom de marque estampillé sur un sac à main en cuir, a été expulsée de force, ses actifs gelés dans le divorce et sans aucune compétence professionnelle commercialisable. Elle a été forcée de déménager dans un minuscule appartement déprimant de 2 chambres dans une banlieue délabrée et indésirable de la ville. Elle n'avait pas de compte d'épargne, pas de plan de retraite 401k, pas de mari riche pour la renflouer, et un fils en faillite qui dormait sur son canapé bosselé. Elle a essayé de m'appeler une dernière fois. C'est allé directement à la messagerie vocale. Elle pleurait, vraiment, sanglotant authentiquement dans le récepteur. Elle m'a dit qu'elle était si désolée pour tout. Elle m'a dit qu'elle m'aimait plus que tout au monde. Elle m'a supplié de la rappeler, juste pour lui parler. Mais je connaissais la vérité absolue et indéniable. Elle ne pleurait pas parce qu'elle regrettait son fils. Elle ne pleurait pas par culpabilité maternelle. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu son argent, son statut et son Penthouse. Et le fils dont elle s'était impitoyablement moquée se trouvait juste être le seul distributeur automatique de billets fonctionnels restant au monde. Je ne l'ai pas rappelé. J'avais finalement appris la leçon la plus dure et la plus vitale de toute ma vie. Parfois,
la seule façon absolue de guérir de membres de la famille profondément toxiques est de les amputer complètement de votre existence. Vous ne pouvez pas sauver des gens qui sont déterminés à vous noyer juste pour garder leur propre tête hors de l'eau. Ils avaient passé toute leur vie à collecter désespérément des choses qui rouillent, des choses qui se cassent et des choses qui consomment. Et à la fin amère, ces choses exactes les ont consommés vivants. Cela fait un peu plus d'1 an depuis cette journée chaotique et déterminante sur les quais ensoleillés de Monaco. Beaucoup de choses ont changé dans mon monde. Je ne suis plus juste un apprenti junior apprenant les ficelles de la finance internationale. Le mois dernier, le prince Albertine m'a tiré dans son bureau privé et m'a donné une promotion majeure qui a changé ma vie. Je suis maintenant le directeur exécutif des entreprises philanthropiques européennes pour son fonds souverain. Je prends le capital massif que mon grand-père a passé 40 ans à aider à construire et je le dirige vers des causes qui comptent vraiment. Je finance des initiatives mondiales de santé, je construis des infrastructures de réponse d'urgence dans les zones sinistrées et je finance des programmes de formation médicale avancée dans les nations en développement. J'arrive à utiliser la finance de haut niveau pour sauver des vies humaines à une échelle que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'étais un gamin de 28 ans chevauchant à l'arrière d'une ambulance de la ville de Baltimore, luttant pour maintenir un pouls. Je gagne un salaire fantastique et sécurisé. J'ai un bel appartement calme dans le quartier de Fontvieille-sur-Plombant-l'Eau. J'ai le respect profond et authentique de mes pairs incroyablement talentueux. Mais si vous me demandez quelle est la chose la plus précieuse que je possède, je ne pointerai pas mon compte bancaire, mon titre ou mon costume. Je pointerai un voilier en bois de 54 pieds appelé l'Horizon. C'est un mardi soir. En vous disant cela, je suis assis sur le pont en bois usé de l'Horizon, amarré paisiblement dans les eaux calmes et protégé de la côte d'Azur. Le soleil se couche sur les montagnes, jetant un feu brillant et à couper le souffle d'orange et de violet profond à travers le vaste ciel méditerranéen. Je ne porte pas de costume. Je porte un vieux t-shirt gris délavé et un short en toile. L'air sent fort le sel, les embruns et la liberté absolue et inconditionnelle. J'ai une main reposant légèrement sur le lourd volant en bois. Le bois est usé, lisse et poli par des décennies d'utilisation, spécifiquement aux endroits exacts où mon grand-père le saisissait quand il combattait les courants de la baie de Chesapeake. Parfois, quand la mer est incroyablement calme et que le vent frappe mon visage sous le bon angle, je jure devant Dieu, je peux encore sentir Arthur Vance debout juste à côté de moi, pointant vers l'eau profonde. Il ne m'a pas juste laissé un trust offshore. Il m'a laissé un plan complet pour savoir comment survivre dans ce monde. Il m'a appris que la richesse réelle et indéniable n'est pas la voiture exotique que vous conduisez, l'étiquette sur votre veste ou la vue panoramique depuis votre pentouse. La vraie richesse est d'avoir le caractère interne pour se présenter quand les choses deviennent incroyablement difficiles. C'est avoir la patience de s'asseoir dans un silence absolu et d'observer le monde au lieu de crier pour être remarqué. C'est avoir l'intégrité de construire des relations profondes et significatives qui ne sont pas basées sur ce que vous pouvez extraire du compte bancaire d'une personne. Ma famille a regardé une simple enveloppe blanche et n'y a vu rien d'autre qu'un morceau de papier sans valeur. Ils en ont ri. Ils s'en sont moqués. Ils se sont moqués de moi. Ils l'ont fait parce que leurs esprits ne pouvaient pas comprendre une valeur qui ne venait pas avec une étiquette de prix brillante, immédiate et clignotante. Mais cette enveloppe contenait une clé maîtresse, une clé pour une porte lourde dont ils ne savaient même pas qu'elle existait, menant à un monde dans lequel ils ne seront jamais autorisés à entrer. Je passais tellement de temps éveillé la nuit à souhaiter qu'ils m'aiment simplement. Je m'angoissais sur ce qui n'allait pas intrinsèquement avec moi, me demandant pourquoi je n'étais pas assez intelligent ou assez bon pour ma propre mère, me demandant pourquoi j'étais toujours poussé sur le côté pendant que Tristan recevait le monde sur un plateau d'argent. Je ne me pose plus ces questions. J'ai finalement réalisé avec une clarté cristalline que leur incapacité à m'aimer n'a jamais été un reflet de ma valeur en tant qu'être humain. C'était entièrement un reflet de leur propre vide interne. On ne peut pas verser de l'amour depuis une tasse vide. Et les tasses de ma famille n'étaient remplies de rien d'autre que d'avidité toxique, d'ego aveuglant et d'un besoin désespéré de validation. Je suis Julien Vance. Je suis un ancien ambulancier. Je suis un conseiller financier. Je suis un marin. Et surtout, après 28 ans à me sentir invisible, je suis enfin libre. Le vent se lève en ce moment. Il change de direction, soufflant vers la vaste mer ouverte. Je peux le sentir se précipiter contre mon visage, faisant bruisser le gréement au-dessus de moi. Je n'ai même pas besoin de regarder l'eau pour savoir ce qui arrive ensuite. Je peux lire le vent, et pour la toute première fois de toute ma vie, le vent est fermement à mon dos,
me poussant en avant dans tout ce qui vient ensuite. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Il n'est jamais facile de diffuser les moments les plus sombres et les plus douloureux de votre famille pour que le monde les entende. Mais je sais au fond de moi qu'il y en a tellement parmi vous qui regardent cela en ce moment et qui se sentent complètement invisibles dans leur propre maison. Vous vous sentez peu apprécié, moqué ou rejeté par les personnes même qui étaient censées vous protéger. Je veux que vous entendiez cela haut et fort. Et je veux que vous l'intériorisiez. Votre valeur n'est absolument pas déterminée par les personnes brisées qui refusent de vous voir. Ne laissez pas les membres de la famille toxique définir votre valeur ou écrire votre histoire. Fixez vos limites et faites-les en acier. Construisez votre propre vie brique par brique. Et quand ils réaliseront enfin exactement ce qu'ils ont perdu et essaieront de revenir en rampant, ne les laissez pas revenir dans votre paix juste parce qu'ils partagent votre ADN par hasard. Vous ne leur devez rien. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà été celui laissé de côté, celui moqué et rejeté, seulement pour construire quelque chose de beau et d'indéniable à partir des cendres de leur rejet? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je vous promets que je les lis toutes, et votre courage m'inspire à continuer à avancer. Et n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain voyage que nous ferons ensemble.